Rendez-vous d'information en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et merci de nous rejoindre sur notre antenne pour vous informer. Dans l'actualité ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi dans la soirée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Une première visite depuis sa réélection sur place. Le chef de l'État va donc lancer demain jeudi à la gare de Lubumbashi les trains des services nationaux. Une acquisition qui va donc résoudre tant soit peu notamment les problèmes d'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation entre les grands Katanga et les grands Kasaï. D'autres précisions dans ces reportages. Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des Pretoria en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, des membres de son cabinet, le comité provincial de sécurité, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien avant son arrivée à Lubumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en Afrique du Sud où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat à la tête du pays, à cette cérémonie officielle qui a démarré à la mi-journée au siège du gouvernement sud-africain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et plusieurs autres chefs d'État des pays membres de la SADC étaient également présents à cette cérémonie. Reportage Pierre Kibombe Soumoué. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon
un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. « 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. » Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Ouanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangou. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture. À Kinshasa, après la clôture de la session du mois de mars, à l'Assemblée nationale, l'air est donc à l'évaluation des activités qui se sont déroulées. Les membres du bureau se sont réunis autour du président Vital Kamerhe pour évaluer les différents sujets abordés lors de cette session qui vient se clôturer. Explication à Nimbalaka. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau du rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour les faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Propos recueillis dans l'actualité également. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin et c'est donc aujourd'hui que célébrait partout dans le monde la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Et dans les prolongements de cette célébration, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, protectrice des personnes victimes, a visité les locaux du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Question
l'occasion de s'imprégner du travail accompli jusque-là par cet établissement public. Reportage. C'est une sorte d'évaluation à mi-parcours d'un processus amorcé grâce à une volonté manifeste du couple présidentiel, celle d'offrir une réparation aux victimes de violences sexuelles liées au conflit. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a porté la question jusqu'à la création du FONAREV, a saisi l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit pour visiter les locaux du Fonds national pour la réparation des victimes FONAREV. Guidée par Lucien Lundula Lolatui, son directeur général, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi a découvert la centaine de personnes constamment au travail des victimes. De la cartographie des incidents aux consultations des victimes pour évaluer leurs besoins en passant par les missions exploratoires dans les provinces cibles à l'identification des victimes, toutes les grandes étapes de la politique nationale des réparations ont été expliquées à l'épouse du chef de l'État. Comme il était la toute première fois que nous ayons la visite de la très distinguée Première Dame, nous avons remercié la distinguée Première Dame pour son implication, le plaidoyer qu'elle a tout simplement accompagné le FONAREV dans son opérationnalisation depuis la table ronde, en passant par la commission ad hoc et pour finaliser finalement la loi FONAREV ainsi que la nomination des acteurs. C'est un peu le FONAREV, il faut le dire, c'est un peu non seulement de la volonté du chef de l'État, mais c'est surtout aussi d'un grand plaidoyer que la très distinguée Première Dame, qui est championne des Nations Unies contre les violences sexuelles liées en période de conflit. Le directeur général du FONAREV, Lucien Lundula Lolatui, a pour sa part rappelé les contraintes de terrain et le besoin d'accompagnement de pouvoirs publics. Cette visite de la distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi rêvait deux symboliques. La première, c'est ses désirs ardents de voir aboutir ces processus, et la seconde, celle de dire aux victimes que désormais, elles ne seront plus jamais seules. Et je rajoute à cela que la très distinguée Première Dame et présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi s'est jointe également au monde entier pour célébrer aujourd'hui 19 juin la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Elle était à cet effet au centre de médecine mixte d'anémie SS pour apporter un soutien, également réconforter les patients de l'hôpital de Mabanga de Yolo. Nous sommes là dans la commune d'Ekalamou. Dans le reste de l'actualité, plusieurs jeunes désœuvrés et anciens délinquants viennent de la province donc de l'Équateur, viennent d'être transférés au service national de Kanyama. Kanyama KCC, c'est su dans le but de leur insertion sociale. D'autres précisions dans ce reportage signé Cédric Kenina. Le ciel bleu d'azur et les sols couverts par une végétation luxuriante accueillent le commandant du service national. Sur le tarmac de l'aéroport de Mbandaka, deux jeunes joyeux de quitter leur espace de vie habituel pour le centre d'instruction et formation Félix-Antoine Tshisekedi de Kanyama KCC. Et cela pour une formation et apprentissage de métier. Une délivrance pour certains. Quelle délivrance! Ces délinquants, coupables pour la plupart d'infractions de droit commun, seront formatés à des travaux communautaires. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik explique la démarche. Nous insistons et nous disons, nous sommes le service national. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Il faudra peut-être préciser un élément. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous lisez, vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Il y en a qui sont d'origine d'autres provinces. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. À Kinshasa, la ville cosmopolite, vous trouvez ceux qui sont originaires du Congo central, du Kivu, de la province orientale, ainsi de suite. Pas à une province de manière exclusive. Aucune province ne sera laissée pour compte. Les réseaux des bandits urbains seront démantelés et ces délinquants seront exorcisés grâce au service national.
À Kinshasa, les ministres d'État, ministres de l'Urbanisme s'est entretenu avec les différents directeurs centraux et autres responsables de son ministère. L'objectif de cette première rencontre des prises de contact était entre autres d'établir un climat de confiance entre ces différents collaborateurs. Explication Rodéponda. S'imprégner du fonctionnement du secteur de l'urbanisme et habitat auprès du secrétaire général à l'urbanisme et habitat et les directeurs centraux de ces secteurs. Telle a été la réunion que le nouveau ministre de l'urbanisme et habitat, Crispin Mbadou Pandjou, a présidé ce mercredi 19 juin 2024 dans la salle de réunion et éventuellement s'imprégner auprès de ce cadre de l'État de chaque service sur le plan administratif et lui transmettre les dossiers saillants de ce secteur. Le gros du message que le ministre a donné dans sa communication, c'est qu'il a tenu d'abord à nous rappeler que le plan d'action du gouvernement, c'est la Bible qui devra conduire toutes les actions que nous aurons à mener pendant ce mandat. Il nous a demandé de nous mettre très vite en service pour que nous puissions essayer de revoir notre plan d'action opérationnel 2024 pour qu'il soit en corrélation avec le plan d'action du gouvernement. Le nouveau ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Pandjou, a invité ses cadres à respecter l'éthique déontologique urbanistique ainsi le respect des lois qui régissent le secteur. Le nouveau ministre a instruit ses collaborateurs en fonction du plan d'action du programme du gouvernement souminois. Ces derniers promettent la redynamisation du secteur de l'urbanisme et habitat. Merci Nanou Poiti pour toutes ces explications. Je vous amène cette fois-ci à Ituri où la police nationale congolaise, la ville des Bounia, a procédé à la présentation des présumés criminels, les bandits armés, jeunes délinquants, auteurs de plusieurs infractions devant le gouverneur militaire de cette province. Reportage. Au total, 35 inciviques répartis dans 4 groupes, parmi lesquels 17 jeunes délinquants appelés Oulor sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Jadis auteurs de vol avec les armes blanches et viols, causant ainsi le cas d'insécurité dans certains quartiers en ville de Bounia, chef-lieu de l'Ituri. Ces bandits dont l'âge varie entre 13 à 23 ans, affirme le commissaire provincial intérim de la police nationale congolaise en Ituri. Nous venons vous répondre en vous amenant le résultat un peu satisfaisant, puisque nous n'allons pas dire que nous avons atteint tous les objectifs tels que nous assignés. Nous continuons de travailler. Mais déjà, à ce niveau-là, nous allons vous présenter quelques groupes de jeunes gens, comme vous allez le remarquer. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, a eu 2 mots justes pour remercier la police pour le travail abattu et appelle la population à la collaboration. Nous avons notre police. Heureusement que notre police était en train de faire un travail de fond. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Certains propriétaires de biens volés ont manifesté leur reconnaissance à la police. Nous remercions la police qui a été vraiment trop professionnelle pour nous retracer un peu les traces des bandits qui nous ont cambriolés. Et le fait de voir encore quelques faits qu'on nous a pris et les revoir en plein jour. On ne le dira jamais assez. Au stade actuel où l'Ituri est dans sa phase de stabilisation, toutes les forces doivent être mises ensemble pour barrer la route à tous les fauteurs de troubles. Telle est la lutte acharnée qu'amène l'administration militaire dans la sécurisation de la ville et ses environs. Et depuis un certain temps, des personnes mal intentionnées entassent des immondices et autres décharges dans des camps militaires pour lutter contre l'insalubrité dans ces milliers. Une opération d'assainissement a d'ailleurs été lancée au camp lieutenant-colonel Kokolo. Reportage. Dans le but de lutter contre l'insécurité et le banditisme dans les camps militaires de la garnison de la ville-province de Kinshasa, l'opération de déguerpissement des irréguliers et fermeture des débits de boissons alcoolisées et des stupéfiants a été lancée ce mardi 18 juin 2024 par le général de brigade Ilunga Kabambi Thierry, commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement de la 14e région militaire. C'était en présence du commandant du bataillon de la police militaire, le colonel diplômé d'état-major Mouteteke et les représentants
représentant de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le major Kourayoum Boris. Le général de brigade Ilunga Kabambi Thierry s'est entretenu par la suite avec certains tenanciers des bars et terrasses érigés au Kankokolo avant de donner le go de cette opération. Je voulais dire qu'aujourd'hui c'était le lancement officiel d'une opération d'assainissement des camps. Comment le cas sur le plan opérationnel, avait constaté qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas à la norme dans les camps militaires. On trouve des Nganda partout. Il y a même des Koulounas dans des camps, des maisons de tolérance. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter de telles activités dans les camps. C'est pourquoi on doit mettre fin à toutes ces activités. On doit sécuriser l'opération quotidienne à travers toute la ville de Kinshasa. Dans mon équipe, il y avait le commandement du camp, il y avait la police militaire, et il y avait surtout l'auditorat. Et qu'est-ce que l'auditorat fait? S'il y a des gens qui ne veulent pas attendre, ils seront arrêtés par la police militaire et les remettre à la justice militaire. Cette opération ne s'arrêtera pas seulement au camp Kokolo, elle concerne tous les camps militaires de la garnison de Kinshasa. Toutes les femmes congolaises sont donc tenues à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Tel est le souhait de la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites à la femme. Cette dernière a effectué une descente au tournoi des Jeunes Zango. C'était à l'esplanade du Palais et du Peuple. Reportage. Il était question pour Mme Chantalier Lumolo, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes. Lors de ces tournois d'Nzango, devant l'esplanade du Palais du Peuple, réunissant les 45 clubs disséminés dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, de leur apporter son soutien ainsi que de leur donner la bonne nouvelle à l'issue de leur entretien avec le nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbo. Ma motivation, c'est surtout pour encourager les femmes. Parce que depuis 2012, le Zango existe comme sport de loisir. Et on travaille depuis la francophonie où le Zango a été démontré par l'équipe qui est ici. On a fait une démonstration pendant la francophonie pour pouvoir montrer que c'est un sport, oui, un sport des femmes, un sport qui est joué dans les 2 Congos, Brazzaville et Congo-Kinshasa. Alors, je suis venue leur donner la bonne nouvelle parce qu'il y a eu M. Didier Boudimbo qui est prêt à pouvoir accompagner le Zango pour que le sport de Zango soit vraiment reconnu mondialement, le sport de Zango de la RDC. Occasion faisant les larrons, la marraine de la Ligue Nzango moderne Kinshasa a profité de cette occasion pour discuter sur les questions essentielles qui touchent les secteurs de Nzango, à savoir la redynamisation ainsi que la réforme de cette discipline dans toute l'étendue du territoire national. Tout à fait autre chose. Il se tient à l'université de Kinshasa, la première rencontre du collège doctoral régional. D'autres précisions dans ce reportage signé Sandre Denguitebu. 20 doctorants provenant des établissements membres de l'agence universitaire de la francophonie ont été sélectionnés pour cette 2e cohorte du collège doctoral régional Humanité et Société. Ils sont venus du Burundi, de la RDC, de la République du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et du Tchad pour participer à ce premier regroupement de la dite cohorte du collège doctoral régional qui se déroule à l'université de Kinshasa. L'un des professeurs membres du comité de pilotage, Raoul Kenge, a donné la quintessence du regroupement du collège doctoral régional. Les différents enseignements des universités de l'Afrique centrale vont les éviter de faire des présentations, présenter l'état d'avancement de la recherche. Donc, ils vont présenter, ils vont suggérer qui va les apprendre et il va leur donner des orientations. Ils iront présenter à l'organisateur de thèse dans leur université pour voir comment effectivement avancer. Cette initiative permet d'accompagner les doctorants à perfectionner leur thèse, explique cette étudiante de l'université de Bangui.
France. Ces propos du directeur régional Afrique centrale et de Grand Lac de l'AUF démontrent combien l'agence universitaire de la francophonie et ses partenaires attendent ainsi contribuer significativement à l'enrichissement des connaissances dans les domaines des sciences humaines et sociales. Rappelons que l'AEF, créé il y a 60 ans, est aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres, universités, grandes écoles et centres de recherche dans près de 20 pays. Allez, pour refermer complètement, CDDC du journal, les centres d'études pour l'action sociale, CEPAS, réfléchit avec ses partenaires de la société civile autour de la question comment raviver les rênes de la démocratie en République démocratique du Congo. Reportage. C'est avec le thème « Raviver les rêves démocratiques en RDC » que se sont organisées le Journée sociale de 2024 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS avec la collaboration de l'Université Loyola du Congo, Kadisek et Ebouteli. Après les décors plantés et la présentation du contexte de l'avènement de la démocratie depuis le 24 avril 1994 par le directeur du CEPAS, M. Nzadi Anzadine, à l'ouverture de ces échanges pour expliquer le chemin déjà parcouru. Différentes interventions se sont succédées pour développer chacune un sous-thème. Comment raviver les mouvements sociaux, faire la différence entre les vrais et les faux, abordé par Bienvenue Matumo, premier aspect, suivi du professeur Alga de l'école de leadership qui a développé la question sur comment faire de la dynamique féminine une force de changement pour terminer avec une préoccupation soulevée en rapport avec comment refonder sur les bases républicaines et démocratiques la société civile en éclatement avec Jean Bosco Lalo. Pour l'essentiel, M. Nzadi Anzadi, directeur du CEPAS, explique. Les attentes de cette